Et la chronique depuis quelques jours en Konsamba, 4 personnes arrêtées sont accusées d'avoir fait usage de sorcellerie de magie noire pour ôter la vie à une gendarme de la brigade de gendarmerie du Mungo Nord, précisément à Baré-Bahok, dans l'arrondissement du Baré-Bakem. Les précisions de nos correspondants dans ce journal. Et puis du sport, dans ce 19h45, nouvelle ordonnance du tribunal arbitral du sport qui réaffirme sa décision de voir la LFPC organiser le championnat camerounais, décision qui fait partie des mesures provisionnelles et la réaction de la Fédération camerounaise de football qui ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public il y a quelques instants, la FECAFOOT s'en tient à la décision de la FIFA et non à l'ordonnance du TAS. Les précisions dans le 19h45. Voilà pour les titres de votre journal. Le développement dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du journal sur LTM. Nous venons annoncer en titre une histoire de sorcellerie qui défraie la chronique dans la ville de Konsamba, dans l'arrondissement du Baré-Bakem, dans le département de cette partie administrative. Une histoire de sorcellerie, une gendarme de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord qui a perdu la vie après une courte maladie. 4 présumés malfrats, suspects justement de cette mort-là, sont arrêtés. Ils sont accusés d'avoir fait usage de sorcellerie pour ôter la vie à cette gendarme-là. Les précisions de ce drame dans ce reportage que nous proposent nos confrères, nos correspondants Jean Gemayena et Châteauane Vallon dans ce reportage. Tout serait parti d'une mort subite d'une jeune gendarmette à Baré-Bahok et Kolja dans l'arrondissement de Baré-Bakem, département du Mungo, région du littoral. Une mort suspecte d'une dame en tenue, originaire de Baré-Bahok, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, avec soupçon de pratique de sorcellerie qui serait à l'origine. C'est que nous avions été, n'est-ce pas, surpris d'une mort subite de l'une de nos filles gendarmettes qui nous a quittés brutalement. Nous n'avions pas connu les moments de maladie, mais sa mort nous a surpris. Raison, n'est-ce pas, pour laquelle le village s'est mobilisé pour pouvoir pleurer donc la disparue. Depuis d'abord, ceci s'est d'abord démontré par les déclarations faites par une jeune fille, alors qui a fait des révélations au niveau de la chefferie, des révélations qui parlaient, n'est-ce pas, des pratiques de sorcellerie, où le chef lui-même en question a enregistré ça sur vidéo. Chef a interdit la vente des choses au quartier. Parce que tout le monde a peur des vieilles mères qui sont là à côté de visiter le quartier. Tout le monde est enfermé chez lui. Même actuellement, c'est dès que vous descendez là-bas, tout le monde est enfermé. Et après inhumation de l'infortuné, une plainte a été déposée contre 4 jeunes soupçonnés d'être à l'origine du décès de la gendarmette en question. Saisi sur cette affaire, le procureur de la République près les tribunaux de Konsamba va ordonner l'interpellation de ces derniers. C'est une procédure qui était déjà pendante au niveau... La gendarmerie avait fait la procédure, on a envoyé chez le procureur, on les a relaxés. Vos enfants, c'est pour ça qu'ils étaient au village. On a envoyé ça en information judiciaire. Le procureur de la République a jugé qu'il y a suffisamment d'éléments pour les interpeller. Et a renvoyé le dossier, a donné les instructions qu'on les interpelle pour les mettre à la disposition de la justice. Vous avez compris? C'est pour ça que les éléments de la gendarmerie, de la brigade de Baré-Bakem, sont allés donc les interpeller. Sur instruction du procureur de la République. Remonter contre cette situation, les populations de Baré-Bahok vont installer leur quartier devant les locaux de la brigade pour réclamer la libération des leurs. C'est partant de là que le chef donc va donc inviter toute la population. La population s'est rendue chez lui et il a donc ouvert donc le téléphone pour que les populations suivent, n'est-ce pas, les déclarations de cette jeune fille qui pratiquait, qui faisait cette sorcellerie avec les su évoqués, avec certaines personnes évoquées que vous allez connaître bien après dans les déclarations des enquêtes tout à l'heure. Or,
Ça a donc indigné les populations. On a supporté jusqu'à, on a donc inhumé l'enfant. Après l'inhumation, les jeunes se sont regroupés et ont pris l'initiative de mener les investigations pour savoir de quoi il était question. Ils ont donc rencontré le chef de quartier en la personne de M. Kounde Benjamin, qui les a donc donné cet aval. Des informations que rejette en bloc Sa Majesté Noaé Kamdjoum, chef du village Baréhok de Baré-Bakem. Quand les gens s'arrangent à poser des actes, il faut qu'ils soient conséquents. Et nous sommes là pour aider les gens à avoir une bonne compréhension sur les problèmes qui peuvent leur arriver. Et lorsque le chef que je ne suis pas associé à tout ce qui est en train de se passer là, vous voulez que je vous dise que quoi? Ils ont opté pour observer un mouvement d'humeur. Je ne sais pas si c'est la bonne voie. Et je ne peux pas me mêler dans une affaire où je ne suis pas saisi. C'est un problème d'ajustement personnel. Lorsqu'on parlait de problème de la sorcellerie, ils ont voulu m'amener à leur donner un ordre qu'ils brûlent celle qui est soupçonnée d'être sorcière. Est-ce que des choses comme ça, vous à ma place, vous pouvez accepter? Pour un problème de sorcellerie où on ne peut pas apporter une preuve, c'est bien de dénoncer, mais c'est aussi bien d'apporter une preuve. Alors, pour le cas de la plainte qui fait grand bruit, je suis clair là-dessus, c'est des faits qui ne se sont pas passés à la chefferie. Les faits se sont passés hors de la chefferie et quelqu'un s'est senti humilié, quelqu'un s'est senti touché et il a saisi la justice. Et je pense que la justice est là pour trancher ce genre de problème. Ça, ce sont les problèmes de droit commun. Si le procureur voit que les gars n'ont rien fait, ils seront libérés. Après la mise au point et l'assurance du commandant de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, des populations de Baréhok vont aussitôt repartir dans leur domicile. C'est donc une autre histoire de sorcellerie qui fait grand bruit en ce moment dans cette localité du département du Mungo. Et le commandant de la compagnie de Mungo Nord qui a sollicité l'aide des populations leur demandant de ne plus manifester à l'esplanade de cette compagnie en attendant les décisions de justice. Et nous nous rendons du côté de Yaoundé pour avoir justement un extrait d'un point de presse organisé par l'avocate maître Atangana Bikuna qui revient ainsi sur la gabégie orchestrée, perpétrée dont a vécu les populations de la ville de Douala il y a quelques semaines, un affrontement entre les forces de police et les avocats qui réclamaient et revendiquaient la libération de leurs camarades. Aujourd'hui, plusieurs informations font état de ce que 30 avocats sont recherchés par la police camerounaise. Certains d'entre eux sont emprisonnés ainsi que ces deux avocats. Je vous pose d'ailleurs un extrait de ce point de presse qui a été couvert par nos correspondants depuis la ville de Yaoundé, Mohamed Essombadou. Le 9 novembre 2020, deux de nos confrères exerçant à Douala ont été déférés au parquet du tribunal de première instance de Bonanjo. Le même jour, ils ont été placés en détention provisoire à la prison de Newbel et traduits par voie de flagrant délit à l'audience correctionnelle du lendemain, c'est-à-dire le 11 novembre 2020, pour des faits de complicité d'outrage à magistrat notamment. Le Conseil de l'ordre s'est réuni le 13 novembre 2020 et a pris un certain nombre de résolutions, à commencer par la condamnation ferme de l'intrusion inadmissible et intolérable des forces de l'ordre en tenue de combat dans un sanctuaire que constitue la salle d'audience, les violences subies par les avocats et prenant aussi la mesure de ce qui s'était passé, le Conseil de l'ordre a exigé que soient identifiés et sanctionnés les auteurs intellectuels et opérationnels des actes qui ont été posés par les forces de l'ordre
et en toute responsabilité a ordonné l'ouverture d'une enquête déontologique contre nos confrères, certes en détention, mais qui sont impliqués à la genèse et tout au cours des événements que nous avons eu à dénoncer. Au terme de ce conseil, j'ai pris la responsabilité de rencontrer le ministre délégué, notre estimé confrère, maître Jean de Dieu Momo, avec lequel j'ai échangé sur les malheureux événements, sur leur portée, sur ce qui pouvait être envisagé, et j'ai plaidé en faveur de la mise en liberté de nos confrères sur la base de la présomption d'innocence et sur le fait qu'ils présentaient des garanties de représentation largement suffisantes. Madame le représentant du bâtonnier dans la région du littoral s'étant même engagée au nom de l'ordre à les représenter à toute réquisition. Mais aussi parce que nous pensions ainsi contribuer à décrisper l'atmosphère, déjà pour que le procès en cours se passe dans la sérénité et que la réalité et les vérités qui doivent être dites dans cette affaire soient dites. Pendant que nous étions donc dans ce processus, dans l'attente de l'audience du 25 novembre 2020, qui, je le souligne, se trouve être une date à la veille de la levée de corps de notre bâtonnier, grande a donc été notre surprise de constater que dans la journée du 18 novembre 2020, de nombreux guet-apens, et je pèse mes mots, ont été tendus à des confrères exerçant à Douala pour les conduire à un certain lieu où ils ont été mis en état d'arrestation et conduits à la police judiciaire. Parce que les deux qui se trouvent actuellement en garde à vue au niveau de la police ne sont pas les seuls qui ont été approchés de cette manière-là. D'autres occupés ailleurs n'ont pas pu se rendre à la rescousse de ceux qu'ils pensaient être des concitoyens en difficulté, mais ces deux-là s'y retrouvent. Nous pensons que de tels agissements ne sont pas acceptables. Nous concourons avec les magistrats, les officiers de police à l'administration de la justice. Nous n'avons pas à nous opposer aussi frontalement que nous vivons ces derniers jours. Nous avons la possibilité de nous parler. C'est pour cela que je trouve légitime d'en appeler à un sursaut républicain et légaliste de part et d'autre, mais d'abord de la part des fonctionnaires de police et des magistrats qui semblent diffuser le message que nous autres ne serions pas partis de cette justice alors que aucune justice ne peut se faire sans l'avocat. Je ne vais pas me lancer dans une espèce de surenchère. C'est pour ça que j'en appelle quand même au calme et à la retenue, en particulier du côté des avocats qui ont, comme vous pouvez le comprendre, beaucoup de colère en ce moment. Et pour cela, j'en appelle à la libération déjà de nos confrères qui sont placés en garde à vue, ce qui n'empêche qu'une enquête puisse être menée dans les procédures qui sont déjà lancées contre eux. Le Conseil de l'ordre, je le rappelle, nous l'avons dit dans le communiqué qui est sorti du dernier conseil, se réunira le 1er décembre 2020 pour examiner toutes ces questions et en particulier cet abcès de fixation qui semble se former sur la question des rapports entre avocats et magistrats. Il tient lieu de préciser que l'audience prévue pour ces deux avocats incarcérés à la prison centrale de Douala est prévue pour le 25 novembre 2020 au tribunal de première instance de Bonanjo. Et nous parlons santé dans ce journal avec la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le plan de riposte est désormais réactivé à l'aéroport international de Douala. C'est l'une des résolutions qui ressort de la réunion d'évaluation qui s'est tenue et en présence des acteurs opérationnels de cette plateforme. À l'occasion, Benjamin Boutou est revenu sur la condition des voyageurs en situation d'entrée au Cameroun. Le reportage de Frédéric Montomé et Patrice Foucault.
Depuis la résurgence du Covid-19 dans certains pays européens, dont les ressortissants ou non arrivent en masse au Cameroun par voie aérienne et notamment via l'aéroport international de Douala, les autorités administratives et sanitaires relèvent le niveau d'alerte et de contrôle à cette voie d'accès. Pourquoi l'aéroport? Mais parce que c'est la porte d'entrée. Et vous savez, le virus est entré justement à partir de l'aéroport. La pandémie n'est pas passée. Et on a même l'impression que, et d'ailleurs les assurances ici, c'est que la courbe est encore à la remontée. Il est tout à fait normal et d'ailleurs important que tous ceux qui arrivent de l'étranger soient une fois de plus testés chez nous. C'est des précautions que nous prenons pour protéger nos populations. Il est question, au cours de cette concertation de routine et dont l'importance n'est plus à démontrer, de s'accorder et de coordonner toutes les actions à mettre en route à l'aéroport international de Douala au travers de la stratégie des 3T, traquer, tester et traiter le cas échéant. D'ailleurs, le testing ici est désormais obligatoire pour tout voyageur venant des pays à risque. Désormais, les passagers à l'arrivée, les passagers pays étrangers bien sûr, à l'arrivée seront systématiquement testés. Parce que nous sommes rendus compte que les tests qui arrivent sont parfois un peu biaisés. Donc pour que nous nous assurions que ces passagers qui viennent des pays étrangers ne vont plus venir nous transmettre en abondance le virus, il faut nécessairement tester tout ce qui arrive des pays étrangers. Tout le monde sera testé avant justement d'entrer dans notre pays. Face aux différents acteurs de la plateforme aéroportuaire de Douala, Benjamin Boutou, préfet du département du Vouri, a saisi la balle au bon pour rappeler l'importance du respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, tant pour les voyageurs que les opérateurs quotidiens de l'aéroport international de Douala. La pandémie est encore présente, elle fait des ravages et il faut donc recommencer la sensibilisation et recommencer aussi l'observance des mesures barrières. Quand je dis recommencer l'observance, c'est parce que nous avons noté tous qu'il y a eu un relâchement. Combien portent encore les masques? Et je crois que nous allons reprendre le port du masque obligatoire et aussi même la distanciation et le lavage des mains. Non à l'importation du nouveau coronavirus au Cameroun à travers ces vols internationaux qui vont et viennent et qui imposent la mise en place sur cette plateforme d'un service dédié au testing de masse, tel est le maître mot du président du comité de sûreté de l'aéroport international de Douala au plus fort de la résurgence de la Covid-19. Elle est désormais appelée l'affaire pleureuse nationale. Il s'agit de la réaction de Stéphanie Ndiomo, cette dame qui avait déclaré avoir perdu ses jumeaux lors des batailles qui opposent les forces armées aux combattants de l'État virtuel d'Ambazonie. Passée sur une chaîne concurrente, cette dernière avait affirmé la perte de ses jumeaux, de ses jumelles, lors justement de ses déplacements. Revenue sur sa version lors de son passage sur la chaîne nationale, cette-ci regrette sa réaction et recadre ses faits. L'analyse de notre reporter Frédéric Motomé dans ce reportage. Elle avait déjà pleuré dans une émission télévisée sur une chaîne privée à Douala. Stéphanie Victoire Ndiomo Yapmo remet ça sur les antennes de la chaîne nationale, la CRTV. Pourtant mis au devant de la scène, au lendemain du massacre de Kumba, Stéphanie Ndiomo avait ému plus d'un sur l'ensemble du triangle national. Je voulais apporter, je ne sais pas comment dire ça, ma contribution à demander la paix. J'ai rejoint un groupe. Déjà, je n'étais pas préparée à aller sur une chaîne de télé ou une chaîne de radio. Je savais que c'était juste pour pleurer comme tout le monde pleure. Mais nous avons fait des sorties où on a pleuré dans plusieurs carrefours jusqu'au jour où on nous amène toujours dans le groupe qu'on devait se retrouver à Equinox. Et c'est comme ça que je me retrouve à Equinox, sur le plateau d'Equinox. Et je partage cette histoire qui n'est pas vraie. Précieux ces entrefaits qui se sont avérés être faux. Après plusieurs vérifications, l'auteur regrette la faute commise. On n'avait jamais traversé l'esprit
je me suis retrouvée là. Je regrette. Sincèrement, je regrette. J'aime très mal. Face à son destin et au regard de la situation actuelle, générée suite à cette déclaration, Stéphanie Djomo demande pardon au peuple camerounais. Croyant bien faire, j'ai pu tout blesser. C'était pas dans mes intentions. Je demande pardon à tout le peuple camerounais. J'ai fait mal, j'ai blessé, je le sais. Mais je demande qu'il trouve une place à mon cœur pour me pardonner. Parce que de moi-même, je ne parviens pas à me pardonner. Mais je crois bien que leur pardon pourra m'affecter. Inculpée, Stéphanie Victoire Djomo Yapmo vient de bénéficier d'une mise en liberté sous caution après avoir présenté des garanties fiables de représentation devant le tribunal. Stéphanie Djomo, qui s'était exprimée sur une chaîne concurrente après le meurtre, la barbarie orchestrée anglophone, le nord et le sud-ouest de Cameroun, ce qui nous pousse à nous interroger sur la participation des journalistes dans le traitement de l'information concernant cette crise. Reporters Zobel Aponeniambon et Patrice Foucault, tentative de réponse dans ce journal. Le traitement de l'information en temps de crise est un exercice complexe dans lequel bon nombre de professionnels de la plume et du micro s'y engagent parfois au mépris de la déontologie professionnelle. Ces hommes et femmes de médias publient ou diffusent des informations qui s'éloignent le plus souvent de la réalité. En grossissant les faits, ceux-ci suscitent au sein de l'opinion publique émoi, consternation et parfois... Il y a des techniques pour le faire. En temps de crise, le journaliste doit participer à l'équilibre des différents segments de la société pour que le fait ne se répande pas. En relatant les événements qui se déroulent sur le terrain, les journalistes doivent impérativement se limiter aux faits. La première chose du journaliste, c'est de s'inspirer des faits. Et rien que des faits. Les faits sont la conscience de chaque journaliste. Et il est donc important que ce soit le repère en termes de traitement de l'information. Que les faits... je ne veux pas dire donne raison si nous sommes en période de conflit à l'un ou l'autre des protagonistes. Ce n'est pas a priori le rôle du journaliste d'en être le censeur ou le juge de conscience. Pour Lille Piedjou, rédactrice en chef adjoint de Canal 2 International, tout journaliste qui veut informer le peuple doit éviter de verser dans le sensationnel. Il est important de penser que nous, ce métier-là, nous l'exerçons dans un pays qui a besoin de paix et de stabilité. Ça ne sert à rien de faire dans le sensationnel pour attirer des téléspectateurs ou des auditeurs ou attirer les bisous d'un X clan ou Y. Faire juste son travail et bien le faire. Se rassurer que les faits qu'on donne sont des faits vérifiables, justes, et puis le reste libre à chacun de faire ses analyses ou ses commentaires. Les dérives malheureusement observées dans certains médias en ce qui concerne le traitement de l'information sur la crise dans les régions dites anglophones amènent à s'interroger sur le véritable rôle du Conseil national de la communication qui reste muet face à ces multiples manquements. Le Conseil national de la communication a toujours attiré l'attention des journalistes sur la manière de traiter l'information en temps de crise, même d'ailleurs en temps de paix, parce qu'il faut le dire, même en temps de paix, la manipulation de l'information est extrêmement sensible. Au-delà du CNC, les journalistes eux-mêmes doivent s'autodiscipliner pour ne mettre à la disposition du public que la bonne et la vraie information pour éviter tout débordement. Et comment trouvez-vous le traitement de l'information des médias camerounais concernant la crise sociopolitique du nord et sud-ouest Cameroun? La question a été posée à l'homme de la rue qui vit et entend toutes les informations qui viennent de ce côté. Ils ont eu quelques réactions. Nos reporters Zobel Aponeniambon et Patrice Foucault, je vous propose de les écouter à la micro. En général, on peut dire qu'il y en a qui prennent le temps de filtrer l'information avant de la divulguer. Mais il y en a aussi qui s'amuse un peu avec le feu, qui ne mesure pas la gravité de l'information qui véhicule souvent.
conséquence, ça laisse les populations dans une incertitude et parfois une psychose. Parce que quand un média, que ce soit la presse écrite ou alors audiovisuelle, transmet une information, le Camerounais lambda qui n'a pas la possibilité ou le temps de faire le tour des journaux, alors du tour de toutes les autres télévisions, a l'impression que aucun effort n'est fait, tout va mal et qu'on ne pourra jamais sortir de cette crise. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui les chaînes ne font pas dans la promotion de la paix. C'est plus dans le fait de décrier des mesures qui sont prises par le gouvernement dans leur position claire. Mais c'est pour ça que je faisais cette proposition au départ de dire qu'ils doivent nous apporter des informations qui sont des informations précises qui vont permettre de calmer déjà les populations, qui vont permettre d'apporter une certaine sérénité dans la gestion de cette crise. S'agissant de la crise dans le Nozo, donc les informations, quand elle est collectée, ça dépend de la personne qui la traite et des intérêts que chaque partie voudra en tirer. Mais d'emblée, il faudrait que l'information puisse servir d'abord le peuple camerounais. Et puis après, le gouvernement pourra voir comment tirer la meilleure information pour résoudre le problème dans le Nozo, parce que de près ou de loin, ça touche tous les Camerounais. Et concernant justement cette crise sociopolitique qui perdure depuis près de 4 ans au Cameroun, plusieurs enfants ne vont plus à l'école. L'école, l'éducation qui est un droit de l'enfant, c'est le message qui ressort de plusieurs activités organisées à travers le triangle national dans le cadre de la journée de l'enfant, la journée internationale des droits de l'enfant qui se célèbre ce 20 novembre. Occasion pour nous de revenir sur l'historique et les objectifs de cette journée, comme nous le précise ce reportage de Marie-Praxette Toulou. Ce 20 novembre marque la journée mondiale de l'enfance. Une date pas anodine, car le 20 novembre marque le jour d'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989. Depuis 1990, la Journée mondiale de l'enfance marque également l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les mères, les pères, les enseignants et infirmières ou encore médecins, les dirigeants ou les militants de la société civile, les chefs religieux et de communautés, chefs d'entreprise et professionnels de médias, de même que les jeunes et les enfants eux-mêmes, peuvent jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté et pour leur pays. La journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer ces dates en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Cette année, la crise due au coronavirus a entraîné une crise des droits de l'enfant. Les coûts de la pandémie pour les enfants sont immédiats et s'ils ne sont pas pris en compte, ils peuvent durer toute la vie. Il est temps que les générations se réunissent pour réimaginer le type de monde que nous voulons créer. Ce 20 novembre donc, les enfants réimagineront un monde meilleur grâce aux initiatives et à la sensibilisation qui sera faite par l'UNICEF. Et à 22 ans, le Cameroun perdait un chanteur, une icône, bassiste, guitariste, Kotobas, décédé à 22 ans. En ce jour d'anniversaire douloureux, c'est l'occasion pour nous de revenir sur le parcours musical de cette icône. Le 20 novembre 1996, l'univers artistique camerounais et africain perdait Nyamsi Koto Théodore Guerre, alias Kotobas. Véritable Mozart de la guitare basse, excellent chanteur, il était alors âgé de 33 ans. Brutalement, il avait été arraché à la vie. Beaucoup avaient parlé d'une courte maladie, mais pour son noyau dur artistique et sa famille, la thèse d'un empoisonnement avait été énoncée. Brillant malgré son handicap, d'un pied paralysé par une poliomyélite sévère dans son enfance, pour beaucoup, le jeune handicapé était brillant et il était un modèle, dont il savait allier les paroles et les sonorités chatoyantes. Aujourd'hui, des années après son inhumation au cimetière de Mabanda par Bonaberi, une stèle en son honneur a été érigée. En grand maître qu'il était
écoutait. Et aujourd'hui encore, les titres comme Edith Ndolang, J'aime tout le monde et bien d'autres résonnent encore dans les esprits et sont très souvent repris en chœur par des artistes au rang desquels sa talentueuse petite sœur Rukoto, le roi Paul XVIII, Martial Mbongo, quelques années avant de prendre en main son destin religieux. Il est incontestable que le Cameroun portera à jamais les stigmates de notre musique, de ce génie artistique plein d'ambition qui, malgré une vie émaillée de souffrance, a percé avec succès, mais a été fauché par un destin tragique. Salut l'artiste. Très beau reportage de Marie Praxet Tolo et on danse encore sur les musiques de l'artiste Kotobas. Et du sport dans ce journal, nouvel épisode dans la série qui oppose la Fédération camerounaise de football à la Ligue de football professionnel. Le tribunal arbitral de sport vient de rendre une ordonnance qui réclame donc l'organisation, ou réaffirme l'organisation du championnat de première division par la Ligue de football. La Fédération camerounaise de football n'a pas fait attendre sa réaction. Il y a quelques heures, elle a rendu public un communiqué où elle prétend se conformer à la décision de la FIFA, l'association de football internationale. Les précisions dans ce reportage. Difficile d'avoir une résolution fixe après le communiqué rendu public à la Fédération internationale de football association. D'une part, elle mettait en avant le droit de la Fédération camerounaise de football d'organiser ses compétitions. D'autre part, elle précisait que la Ligue pouvait organiser le championnat de football Ligue 1 et Ligue 2. Alors que tous les regards étaient tournés vers une reprise du championnat de date organisé par la Ligue, prévu le 21 novembre 2020, et la Fédération camerounaise de football, le tribunal arbitral de sport décide de faire éruption et de changer la donne. Le TAS confirme ainsi la LFPC dans ses droits d'organiser les championnats professionnels au Cameroun avec une nouvelle ordonnance rendue publique. Une ordonnance qui revient sur des mesures provisionnelles accordées par le tribunal arbitral de sport, des mesures qui ont pour fonction d'assurer l'exécution forcée et ultérieure d'un droit de régler provisoirement une situation juridique avant que le tribunal ne statue sous le fond du litige ou encore d'administrer une preuve qui pourrait disparaître. Dans des expressions plus simples, le tribunal arbitral de sport confirme sa décision il y a quelques semaines de faire de la Ligue professionnelle de football seul garant du démarrage de la reprise de l'organisation du championnat camerounais. Une décision qui sonne comme un trouble fait alors que c'est ce vendredi 20 novembre que le président de la République doit recevoir les conclusions de la réunion tripartite relative à la gestion du différend FECAFOOT LFPC tenue ce jeudi dans le service du Premier ministre sous la houlette de Séraphin Magua Fouda, qui n'est autre que le secrétaire général de la primature. La fédération a été présentée par son président Seydou Mbonjoya et certains de ses collaborateurs. Du côté de la Ligue, le président, le général Pierre Semengue, était en compagnie de ses collaborateurs et des anciens lions indomptables tels que Roger Mila et Jérémy Ndita. Il y avait aussi les présidents des clubs favorables à l'une ou l'autre partie. Les partis qui attendent justement la décision du chef de l'État suite aux propositions qui sont allées dans le sens de l'organisation du championnat par la LFPC sous certaines conditions selon certaines sources. Avec l'ordonnance du tribunal arbitral de sport qui confirme la LFPC dans ses droits d'organiser le championnat camerounais qui symbolise une victoire pour les partisans du général Pierre Semengue, lesquels contestent la décision prise par le comité exécutif de la FECAFOOT le 4 novembre 2020 de retirer les compétences de la LFPC, d'organiser un championnat qui devrait en principe démarrer le 22 novembre 2020. Un nouvel épisode de cette série qui oppose la LFPC et la FECAFOOT. Et dans cette page internationale présidentielle en Ouganda, des manifestations ont causé la mort de 16 personnes à travers le pays. France 24. Démonstration de force à Kampala, au terme de 2 jours de heurts meurtriers entre policiers et manifestants. En cause, l'arrestation du chanteur Bobby Wine, désormais candidat à la présidentielle de janvier prochain. La police ne fait que nous attaquer. Bobby Wine devrait être en train de faire campagne et de rencontrer son peuple. Mais au lieu de ça, il est en prison. Ils sont juste en train de lui faire perdre son temps. Bobby Wine a été arrêté mercredi dans l'est du pays. Selon les autorités, la star du reggae aurait violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses meetings de campagne. Devant la prison de Nalufenya où il est incarcéré, ses supporters ont scandé des slogans jusque tard dans la nuit.
Violence, pillage, destruction, vol. Les protestations ont rapidement dégénéré. Près de 350 personnes ont été arrêtées. Dans certains cas, la police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. La Croix-Rouge indique avoir pris en charge des dizaines de blessés. Bobi Wine, 38 ans, a été élu député en 2017. Il est depuis devenu le porte-parole de la jeunesse ougandaise urbaine. Il a présenté sa candidature à la présidentielle comme un défi au président Museveni, candidat à un 6e mandat à 76 ans. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition de l'information sur votre chaîne, la télévision du monde. Retrouvez l'actualité ce samedi à 13h, présentée par Frédéric Motomé, et à 19h45. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bon week-end à tous.